qui conférence sur Jean-Henri Hassenfratz, qui est un personnage donc, qui va graviter dans on va dire l'orbite de Lavoisier lorsque celui-ci va développer ses expériences pour faire cette fameuse réforme, voire révolution en chimie. Mais ce n'est pas forcément un des personnages qui est les plus connus. Si on s'intéresse effectivement, ou si on connaît un peu les collaborateurs les plus prestigieux ou les plus renommés de Lavoisier, eh bien, c'est un peu ceux qu'on voit ici sur cette méthode de nomenclature chimique sur laquelle on aura l'occasion de pouvoir reparler. Guiton de Morveau, effectivement, est connu, Berthollet, Fourcroy. Si on connaît certains des physiciens qui ont collaboré avec Lavoisier, qui ont fait certaines expériences avec lui, eh bien, le nom de Laplace nous dira quelque chose, celui de Meunier de Laplace éventuellement, pour les expériences sur la synthèse de l'eau notamment, et puis pour les personnes qui éventuellement s'y connaissent un peu plus, eh bien, il y a également donc Madame Lavoisier, qu'on a tendance à oublier, et puis aussi Jean-Baptiste Buquet, qui a été peut-être l'un des premiers collaborateurs de Lavoisier, avec lequel il a commencé cette fameuse révolution chimique. Alors, il y a d'autres personnages, effectivement, qui vont apparaître au cours de cette constitution, donc, de ce groupe de l'Arsenal, dont je viens de citer certains des membres, et parmi ceux-ci, Hassenfratz appartient en quelque sorte à une seconde génération. Donc, si on devait énoncer une partie du parcours de Hassenfratz, positive est-elle passée? Voilà. Nous avons en fait quelques dates. Alors, la collaboration Hassenfratz-Lavoisier va se faire manifestement entre 1786 et 1790. C'est un personnage qui est assez, on va dire, riche en couleurs parce qu'avant d'arriver à Paris et de s'intéresser à la chimie et à la physique, il a déjà eu plusieurs carrières. Il a déjà été charpentier, il a déjà été géographe. Il est professeur de physique chez les militaires donc, qui font partie du régiment donc, des Dragons de la Reine. Et en fait, à partir de 1780, il va fréquenter l'école informelle des mines et donc les cours de Balthazar Georges Sage à Paris, puis également des cours que donne au Louvre Gaspard Monge. Alors du coup, c'est à partir de cette période-là qu'il va commencer à se faire reconnaître, repérer par Lavoisier, parce qu'il va notamment publier des relevés météorologiques, également un mémoire sur l'électricité dans l'air, et il va communiquer par l'intermédiaire de la Société royale de médecine, à laquelle appartient également Lavoisier. Donc, c'est Fourcroy qui fait le rapporteur donc, de ces travaux, et du coup, il va ainsi se faire remarquer. Il va écrire également à Lavoisier, il y a l'attestation d'une lettre qui a été envoyée en 1783, notamment sur des mesures audiométriques qu'il a pu réaliser donc, chez un chimiste qui s'appelle Inganus, donc, au cours d'un de ses voyages qu'il a fait, un voyage de formation de sa future carrière à l'école des mines, puisqu'il va devenir en quelque sorte élève inspecteur et ensuite sous-inspecteur à l'école des mines. Et puis officiellement, on va dire à la fin de l'année 1785, de manière un peu plus attestée par certaines lettres qui sont échangées entre Lavoisier et Hassenfratz en 1786, on sait que là, il fréquente de manière non négligeable l'Arsenal et que dans les années 1787-1789, c'est là que va se situer cette grande période où il va collaborer. Alors justement, ce laboratoire que va fréquenter Hassenfratz à partir de 1786, eh bien, on en a quelques illustrations par l'intermédiaire de Madame Lavoisier. Il y rentre tout d'abord en tant qu'aide de laboratoire, mais Hassenfratz a cette particularité, ce caractère d'être ambitieux. C'est-à-dire que très rapidement, voyant les différents protagonistes qui gravitent autour de Lavoisier et ces fameuses expériences qui se font, eh bien, il a vocation à vouloir devenir plus qu'un simple aide de laboratoire. Donc, il va se rendre relativement incontournable ou assez proche de monsieur et madame Lavoisier. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'échange des lettres. Lorsqu'il part en tournée d'inspection pour les mines ou en voyage donc formateur, eh bien, il n'oublie pas d'envoyer des extraits de pierres minéralogiques pour Lavoisier, qui est très amateur donc, de minéralogie. Et on a également une lettre d'un plan de cafetière qu'il envoie à madame Lavoisier, ce qui montre bien son intérêt et sa proximité avec les deux personnalités qui animent et le salon et le laboratoire de l'Arsenal. On sait aussi qu'il ambitionne à entrer à l'Académie des sciences, donc Lavoisier va tenter de l'aider dans sa candidature. Malheureusement, le nombre de mémoires qu'il possède n'est pas suffisant pour qu'il puisse réussir
à entrer dans cette institution, et donc il a une certaine ambition qu'il nourrit encore pendant plusieurs années et qui va faire qu'au laboratoire, il veut se rendre de plus en plus incontournable. Alors, on le connaît principalement, Hassenfratz et Adey, pour son association aux travaux qui ont été réalisés autour de la méthode de nomenclature chimique. Donc, en 1787, le groupe principal des réformateurs, donc de la manière avec laquelle on va décrire les principes chimiques, Guiton de Morveau, Lavoisier, Berthollet et Fourcroy s'associent donc à l'Arsenal. Il y a d'autres protagonistes qui sont présents pendant les discussions hebdomadaires qu'ils mettent en place pendant cette année afin de réfléchir à comment réformer le langage de la chimie. Et on sait que Hassenfratz, Adey et un autre, on va dire, habitué de l'Arsenal, qui fait partie là aussi des personnes de second rang qu'on appelle Jean-Baptiste Gingembre, sont présents à ces réunions. Voilà, donc leur nom ne se retrouve pas sur le mémoire de méthode de nomenclature chimique, qui a été relativement compliqué à faire admettre à l'Académie des sciences. Par contre, Adey et Hassenfratz vont s'associer pour proposer un mémoire supplémentaire qui s'intitule « Nouveau système de caractère chimique », adapté à cette nouvelle nomenclature, et vous en avez un exemplaire ici sur la droite. En fait, c'est l'idée d'associer une sorte de symbole, une sorte de signe à chacun de ces 33 éléments qui sont listés dans cette table des éléments qui est décrite à l'intérieur de cette méthode. Alors, il y a plusieurs choses en fait qui sont représentées par ces éléments. Donc, il y a déjà l'élément en lui-même. Il y a également l'idée de savoir si c'est une base ou un combustible. Donc, il va y avoir des symboles triangulaires, carrés, qui vont apparaître. Et puis, il y aura à l'intérieur une lettre. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut nous évoquer les fameux symboles que va mettre en place Dalton un peu plus tard, vers 1808-1809, puisque là aussi, il utilise une lettre pour déterminer ou définir un élément, et donc lui, ce sera un atome. Alors, il y a encore des choses qui sont imparfaites, on le voit bien, hein, puisque la soude, la silice, la potasse, au temps de Lavoisier, sont considérés comme étant indécomposables. Donc, s'ils sont indécomposables, ce sont des principes. Ce qui est intéressant donc, c'est que ça donne une petite vision instantanée des techniques de chimie de l'époque qui permettaient de savoir si on arrivait ou pas à décomposer certains corps, et qu'on tente d'avoir une écriture symbolique. Ce que vous avez en haut à gauche de l'illustration, d'ailleurs, c'est une tentative de Lavoisier lui-même. Dans les cahiers de laboratoire qui ont été en partie retranscrits par Marcellin Berthelot, et donc dans son livre Lavoisier, la révolution chimique, il cite effectivement certains essais de Lavoisier. Alors, c'est ce que vous avez ici, avec ces symboles alchimiques, donc celui du fer par exemple, celui de l'eau, et puis les lettres qui se trouvent devant. Alors, il ne faut pas qu'on regarde ça avec nos yeux du XXIe siècle, hein, ce ne sont pas des coefficients stoichiométriques qui se retrouveraient devant des symboles alchimiques qui seraient l'équivalent donc des symboles chimiques modernes. Lavoisier tente de faire ses bilans en masse. Donc, en fait, ces nombres correspondent à des quantités de masse de produits. Donc, bien évidemment, il écrit que c'est assez lourd à pratiquer. Donc là, c'est une tentative de mélange pour décrire une réaction de dissolution, que c'est lourd à manipuler et que finalement, ce n'est pas très satisfaisant. Voilà, donc on est dans cette idée-là que les choses progressent. Hassenfratz et Adey s'associent à cette méthode de nomenclature chimique qui est un point important de cette réforme qui est en train de mettre en place Lavoisier et ses collaborateurs, mais ce n'est pas satisfaisant pour arriver à un résultat remarquable. La collaboration, cependant, entre Hassenfratz et Monsieur et Madame Lavoisier va s'illustrer dans ce qui va se dérouler en 1788 et 1789, c'est-à-dire la traduction de l'essai sur le phlogistique de Richard Kirwan d'une part et le traité élémentaire de chimie de Lavoisier d'autre part. Alors, on sait que dans les lettres que s'échangent Hassenfratz et Monsieur et Madame Lavoisier, que Hassenfratz travaille sur des planches à dessin qui seront ensuite remises à l'ouvrage par Madame Lavoisier. Et du coup, il y a deux hypothèses qui ont été faites. En 1788, Madame Lavoisier est la traductrice donc, de ce livre, c'est sur le phlogistique de Richard Kirwan, qui doit permettre au groupe de l'Arsenal de réfuter les arguments donc, de ce chimiste irlandais qui pense encore que toute la chimie, notamment celle qui est décrite par Lavoisier et ses collaborateurs, peut être réinterprétée avec l'hypothèse du phlogistique. Donc c'est Madame Lavoisier qui se charge de ça, et il a été question à un moment donné de faire une illustration satirique, en fait, de faire des dessins où on montrerait donc Lavoisier ou la vérité un peu triomphante avec l'oxygène qui serait en train de terrasser le phlogistique, et des choses qui se faisaient là aussi sous forme d'animation ou de balles informelles qui avaient lieu à l'Arsenal, montrant que parfois donc, ce groupe de sérieux chimistes était capable eux aussi de s'amuser.
Et Hassenfratz avait discuté avec Madame Lavoisier d'imaginer ces fameux dessins et il lui a fait quelques propositions. Alors, propositions sur le papier, et ces propositions auraient pu être couronnées ou concrétisées par des dessins. Donc, ces dessins n'apparaissent pas dans l'ouvrage qui a été traduit. Et donc, du coup, c'est une des deux hypothèses. Alors, la seconde, qui est peut-être un peu plus sérieuse, puisqu'effectivement, Hassenfratz là n'écrit pas à Madame Lavoisier, mais écrit à Monsieur Lavoisier, c'est de faire les planches à dessin pour le traité élémentaire de chimie. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse les expériences, il faut quelqu'un qui soit capable d'avoir un véritable talent pour le dessin. Et donc, nous avons des lettres de Hassenfratz qui envoie ces planches qui ne sont pas terminées. Et il explique que de toute façon, sachant que c'est Madame Lavoisier qui va finir les dessins et les graver, elle ayant une connaissance là aussi poussée de ce qui se fait au laboratoire de Lavoisier, donc de ces différents instruments qui seront à terminer, eh bien, ce ne sera pas un problème pour elle. Voilà, donc de manière informelle, sans qu'on peut le considérer comme étant présent, Hassenfratz a travaillé sur le traité élémentaire de chimie. Alors, c'est pareil aussi sur l'essai sur le phlogistique, on sait qu'il a vraisemblablement collaboré à la mise en place donc, des différents commentaires et qu'il aurait été une sorte de secrétaire, même si son nom n'apparaît pas. 1789 est une année importante pour Hassenfratz parce qu'il va collaborer également aux Annales de chimie, donc ce journal qui va réunir 8 co-éditeurs qui vont s'organiser donc pour publier des articles qui sont plutôt en faveur de la théorie de Lavoisier de l'oxygène, de membres du groupe de l'Arsenal qui sont plutôt donc dans cette voie, donc que ce soit également des auteurs français ou étrangers. Et ils veulent également, donc c'est 8 membres du comité dont appartient Hassenfratz, être en mesure de proposer des traductions et des recensions de différents ouvrages, qu'ils soient de langue allemande ou qu'ils soient de langue anglaise. Et donc pour la langue anglaise, ce sera Madame Lavoisier et Auguste Hadet qui vont se charger principalement de ce travail. Alors, il y a aussi parfois Guiton de Morveau et Madame Picardet qui peuvent intervenir. Et puis pour ce qui est de la langue germanique, eh bien Philippe Frédéric de Dietrich qui vient on va dire de s'associer au groupe de l'Arsenal, et puis Hassenfratz seront les personnes qui vont se charger de cette organisation. Voilà, donc au départ, c'est plutôt Lavoisier qui organise les choses, mais en fait, il va rapidement être très pris par un nombre d'obligations extérieures, notamment à la suite de la Révolution, où des commissions vont se créer à l'Assemblée nationale et on va lui demander son avis sur un nombre conséquent de choses. Et c'est Berthollet qui va un peu organiser les choses et Hassenfratz, lui, va se distinguer parmi les auteurs qui vont se charger de ces recensions, de ces commentaires, de ces traductions, mais également être en mesure de publier afin, là aussi, de continuer à propager cette théorie chimique parce que depuis 1785, eh bien, les expériences faites par Lavoisier et ses collègues, ses collaborateurs n'ont toujours pas réussi à convaincre la communauté scientifique que la théorie de l'oxygène est une théorie plus exacte que la théorie du phlogistique. Donc on est dans cette démarche et dans cette campagne de propagation des idées et il faut le faire par l'intermédiaire donc de ce média que vont être les annales de chimie. Alors, les choses se passent plutôt positivement pour Hassenfratz. La considération que lui porte Lavoisier et d'ailleurs Monge font que ces deux grands chimistes académiciens vont également jouer pour lui le rôle de protecteur. Il va être question de faire en sorte de pouvoir stabiliser Hassenfratz donc, sur Paris ou proche de la région parisienne, et donc de lui trouver un poste, alors soit un directeur d'un cabinet de physique, c'est un poste auquel essaye de lui faire obtenir Monge, et puis Lavoisier, vraisemblablement, lui, tente de lui proposer des émoluments à hauteur, alors on sait que c'est dans les 1200 livres, il en gagnait 1500 en tant que sous-inspecteur des mines, afin qu'il reste au laboratoire de l'Arsenal. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était l'idée que s'était développée pour Hassenfratz, la conception comme quoi il était une personnalité importante du laboratoire de l'Arsenal, notamment par ses liens avec monsieur et madame Lavoisier, mais qu'en plus, c'était en quelque sorte le sous-directeur de ce laboratoire, véritablement associé à Lavoisier, et si en plus il est payé pour le faire, une idée de son côté de s'imaginer directeur. Alors en 1789, Armand Seguin, qui est un autre jeune collaborateur qui va travailler avec Lavoisier, va faire son apparition et les deux hommes vont entrer en compétition. Et c'est en fait le début de l'éloignement de Hassenfratz du laboratoire de l'Arsenal.
Donc, il va y avoir des expériences qui vont se faire notamment sur la respiration. Alors, les dessins de Madame Lavoisier sont assez connus. En voici un parmi les quelques-uns que l'on possède. Et Seguin va s'associer avec Lavoisier pour faire ses expériences sur la respiration et il va entrer en désaccord avec Hassenfratz. Et on sait que ça va être un désaccord plutôt houleux puisque Lavoisier nous confie dans une lettre que les échanges plutôt venimeux entre Hassenfratz et Seguin ont été, par l'intermédiaire de lettres, ont été confisqués, les papiers ont été retirés aux personnes en question et que c'est Lavoisier qui s'est chargé de faire en sorte que dans cette communauté donc des annales de chimie où se trouvait cette divergence d'opinion ne puisse pas apparaître une quelconque disharmonie vue de l'extérieur. Voilà, donc du coup, Hassenfratz va se désintéresser des travaux concernant la chimie de la respiration donc animale et il va s'intéresser à ce qui se faisait ensuite sur la chimie végétale. Et là aussi, eh bien, les deux hommes vont avoir des considérations relativement opposées sur la manière de voir les choses, sur la chimie donc, des végétaux. Et l'affaire, là aussi, va prendre une ampleur relativement importante, puisqu'ils vont publier tous les deux des articles. Et étant véritablement dans des décisions, des discussions ou des optiques très différentes, l'Académie des sciences va mettre en place une commission des végétaux à laquelle va participer Lavoisier. Et ils vont être chargés de refaire les expériences, à la fois de Hassenfratz et de Seguin, pour revoir leurs résultats d'expérience, analyser leurs interprétations et valider ce qui va se passer. Voilà, donc véritablement, les choses entre Lavoisier et Hassenfratz sont en train de se terminer. On sait que là aussi, pareil, après avoir été dans, on va dire, l'ombre, où l'aura de Lavoisier, eh bien, il commence à prendre ses propres positions par rapport à ses théories sur la respiration, sur la végétalisation et que commencent à se manifester pour lui certains désaccords avec Lavoisier. Alors, ce n'est pas la fin de la carrière, bien évidemment, de Hassenfratz, puisque après la Révolution, et notamment après 1793 et 1795, eh bien, il va être professeur de physique à l'École polytechnique, il va également être professeur à l'École des mines, et il va participer aussi avec Lavoisier. Donc là aussi, on a des incertitudes sur bénéficie-t-il encore une fois de la bienveillance de Lavoisier ou est-il reconnu à ses justes talents pour pouvoir intégrer notamment un bureau de consultation des arts et métiers qui doit travailler à cette liste impressionnante que doivent être ces arts et métiers qui doivent être décrites. Il y a également la réforme de l'enseignement qui se fait en 1793 où Hassenfratz, Fourcroy sont en discussion avec Lavoisier pour que ne soit pas oublié cet enseignement dans la réforme qui est en train de se mettre en place. Donc une carrière qui va se poursuivre bien après son passage à l'Arsenal qui finalement se termine vers 1790-1792. Voilà, alors pour terminer, je vais parler de ce sujet qui me tient en ce moment à cœur, à savoir est-ce que l'on peut considérer Hassenfratz comme un disciple de Lavoisier et finalement que représente ce mot de disciple. Donc, vous en avez ici quelques exemples. Hein. Alors, Madame Lavoisier, Meunier de la Place, Philippe Joachim Gingembre, Chaptal, Hassenfratz et Hadet peuvent être considérés comme des disciples de Lavoisier. Alors, ce terme est intéressant. Par exemple, au début de sa carrière, Lavoisier, lui, se reconnaissait comme un disciple de Rouelle. Et Guiton de Morveau, lui, se revendiquait disciple de Macquer. Donc, est-ce que disciple, c'est synonyme d'élève? Est-ce que disciple peut être considéré comme étant quelqu'un qui a été initié, qui a été converti? On va trouver les mots doctrine, on va trouver les mots conversion dans la littérature de Lavoisier. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle parce que comment est-ce qu'on l'interprète aujourd'hui par rapport à quelle était sa véritable signification à l'époque? Voilà, donc un disciple tel qu'on pourrait le définir, ce serait quelqu'un qui aurait été initié, quelqu'un qui aurait donc été acquis à cette nouvelle chimie, qui en serait un utilisateur et qui en serait un propagateur, donc en quelque sorte un prosélyte. Un disciple, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a connu l'ancien système et qui l'a rejeté et qui aurait été totalement acquis par le nouveau. Donc en fait, quelqu'un qui n'a pas forcément un esprit critique sur cette nouvelle chimie. Voilà, donc Madame Lavoisier, comme je viens de vous le dire, avec les autres personnages que vous avez ici, pourrait correspondre à ces critères de définir un disciple. Et à ce moment-là, on pourrait lister qui seraient les disciples et qui seraient les collaborateurs. Alors pourquoi ceci m'intéresse et pourquoi je vais conclure là-dessus? Parce qu'en fait, les deux termes existent toujours et il est difficile de séparer les disciples des collaborateurs tant que certains ont été les deux en fonction de leur interaction avec Lavoisier.
Voilà. Donc, c'est ce que j'évoque notamment dans l'article qui est donc paru dans l'actualité chimique donc, sur Hassan Franz, donc notamment sur sa collaboration avec Lavoisier, la compétition. J'évoque un peu l'idée de ce qui serait un disciple. Et puis, j'en reparlerai donc dans ce fameux webinaire qu'on va faire sur Chaptal. Chaptal, premier disciple de Lavoisier, alors avec ou sans point d'interrogation. Et donc, ce sujet qui me semble être intéressant, donc cette notion de disciple qui est peut-être un faux problème, mais qui relève pour moi le fait que ce mot doit être éclairci parce qu'on le retrouve encore une fois dans toutes les publications depuis 40 ans. On parle de disciple avec certains personnages comme Fourcroy ou comme Berthollet. On peut parfois les trouver comme étant considérés comme disciples de Lavoisier. Et donc, ce sera un des objets de l'ouvrage que je suis en train de terminer et dont j'aurai l'occasion de reparler là aussi dans une prochaine conférence. Merci de m'avoir écouté.